Bienvenue dans Nos francophones ont du talent, la nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Entrepreneurs, artistes, responsables communautaires ou encore dignitaires et politiques, venez découvrir les parcours singuliers de celles et ceux qui font vibrer la francophonie locale. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Saïda Ouchaou-Ozarowski. Et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 105.1. Une interview dans le cadre de notre nouveau projet Nos francophones ont du talent. Un projet d'ailleurs rendu possible par le gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces personnes qui font briller la communauté francophone par leur talent et leur dévotion. Comment ça va aujourd'hui Saïda? Ça va bien, merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi, je suis très contente de t'avoir avec nous parce qu'on va pouvoir revenir sur ton parcours et puis on va pouvoir également parler de ton documentaire À pleine voix. Mais avant toute chose, Saïda, est-ce que tu peux nous parler de toi, nous dire d'où tu viens, d'où tu es née, histoire qu'on en sache un petit peu sur toi? Alors, je suis née à Paris, dans le même arrondissement et je pense dans le même hôpital que Jamel Debbouze. Je plaisante, toi, mais c'est vrai. Donc, dans le 10e arrondissement. Je suis née à Paris. Mes parents, eux, par contre, sont venus d'Algérie. De la Kabylie plus exactement, donc une région qui ne parle pas l'arabe à la base. Et puis moi ensuite j'ai grandi en région parisienne et à l'âge de 26-27 ans, ça m'a pris le goût d'aller voir ailleurs. Et c'est là que j'ai débarqué au Canada, mais à Vancouver, où j'ai passé 20 ans avant de déménager à Toronto, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors on en reviendra justement de comment et pourquoi tu es arrivée à Toronto, mais juste avant, je voudrais qu'on parle de ta jeunesse et plus particulièrement d'un souvenir de jeunesse qui a pu te marquer. Ça peut être un souvenir en relation avec le monde du 7e art ou pas du tout, mais juste un souvenir d'enfance, quelque chose qui fait écho dans ton esprit. Alors des souvenirs, il y en a des nombreux. Moi je me souviendrai toujours évidemment de nos grandes soirées à la maison. Moi, je fais partie d'une famille nombreuse. Je suis la dernière de 8. Alors, 5 garçons, 3 filles. Il y avait toujours une dominance, on va dire, sonore masculine, que ce soit ce qu'on regardait à la télévision, que ce soit dans les échanges. Mais des souvenirs beaucoup autour de soirées cinéma aussi, évidemment. C'était pas le choix toujours que je faisais, mais ça m'a fait regarder beaucoup de classiques, en fait, je me rends compte aujourd'hui. Peut-être beaucoup de films de guerre et de films avec des hommes, mais justement, mon regard de femme là-dessus s'est développé aussi avec un esprit critique, je pense, davantage. Donc c'est ça, j'ai des souvenirs qui sont liés beaucoup à la famille. Ça a fait de moi, je pense, un animal social. Vraiment, j'aime la compagnie des autres, j'aime rire, j'aime passer du temps à table, mais surtout j'aime aussi la capacité d'échanger, d'écouter, d'apprendre des uns et des autres. La petite histoire, c'est que je suis la dernière, mais avec un grand écart d'âge entre moi et par exemple ma sœur qui est juste au-dessus de moi. Je suis déjà 5 ans avec elle, puis ça monte comme ça, 7, 8, 9, 10, puis le grand frère, lui, c'est au moins 23 ans d'écart. On pourra peut-être parler d'autre chose de mes parents, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a donné forcément une manière de grandir avec la maturité qu'avaient les autres autour de moi. Et moi j'ai eu un papa très âgé. J'ai eu mon père il avait 66 ans en fait quand il m'a eu. Et donc c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement on vit avec quelqu'un d'âgé, très âgé, qui a déjà un vécu complet en fait. Qui s'est refait en fait en arrivant en France à l'âge lui de 40 ans. Donc c'est énorme quand on y pense, quand on arrive à la quarantaine, d'avoir une deuxième vie comme ça. Mais il y a aussi cette image que j'ai toujours, parce que même ma mère, elle a vraiment une sagesse incroyable, même quelle que soit sa vision du monde, elle a quand même une sagesse liée à la manière dont elle a été élevée. Et mon père et elle, donc ça m'a vraiment donné un regard avec peut-être plus de profondeur, en fait, à travers les gens. Je regarde pas les gens... Enfin, ça m'ennuie un petit peu, le côté un peu... on va vite, on veut aller vite. Et pour te faire sourire les gens qui nous écoutent, j'ai passé 20 ans sur la côte ouest. Et la côte ouest canadienne, c'est très anglo-saxon, c'est sûr. Mais les gens vont se coucher tôt.
Et moi, les premières soirées que j'avais faites avec des amis anglophones, j'invitais, ou j'avais fait un couscous, ou j'avais fait des repas, enfin bref, quand je voyais les gens partir tôt, je ne comprenais pas. Pour moi, c'était la deuxième partie de la soirée. Enfin, ça commençait, quoi, en fait. Ce côté très français qu'on a aussi, méditerranéen, mais ça reste. On le trouve en Afrique, on le trouve. Il y a des cultures comme ça qui partagent ce goût de. On est en bonne compagnie et on n'a pas de temps de faim, quoi. Et les gens arrivaient super à l'heure. Ce qui est pas du tout. Enfin, j'ai pas l'habitude, moi, que Ce les qui gens. n'était pas forcément voilà, dans ta culture, ouais. Voilà, même en France, les gens arrivent rarement à l'heure pile, là, quand vous invitez. Donc, au Canada, ça a été un peu ça, mon choc. C'est sûr que de ce parallèle-là que je fais dans mon enfance, ma manière d'avoir grandi, je crois que quand je suis arrivée, en fait, au Canada, la francophonie, ça m'a vraiment plus... ça a fait écho, en fait, beaucoup plus à qui j'étais et mes valeurs que ce que je trouvais du côté anglophone, par exemple. Mais justement, on va y venir. Donc, tu as passé 20 ans sur la côte ouest, donc principalement, je pense, à Vancouver, c'est ça? Qu'est-ce qui t'a fait atterrir à Toronto ensuite? Parce qu'au final, c'est pas si vieux que ça, ton arrivée à Toronto. Non, ça fait pas très longtemps. On va dire qu'on a fait une bonne année complète, là, maintenant, on dépasse. En fait, 20 ans sur la côte ouest, ça m'a fait aussi... Bon, il y a eu la pandémie, donc la pandémie, c'est vrai que ça, pour beaucoup de gens, je ne suis vraiment pas unique là-dedans, il y a eu comme une distance, une analyse, une observation de ces choix de vie et d'où on est, un déclic etc. Et aussi sur les choix qu'on a envie de faire. Voilà. Et puis bon, et si tout s'arrête demain, qu'est-ce que j'aurais accompli? Il y a un peu cette idée aussi, j'imagine. Mais j'avais envie de voir autre chose. J'aime beaucoup la côte ouest, mais ça reste très loin. Bon, c'est pas loin si on veut aller du côté de l'Asie, hein. C'est sûr que c'est plus proche, mais mon regard était quand même beaucoup tourné sur l'Est, et parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans l'Est du Canada. Évidemment, la population est beaucoup plus dense, elle vit surtout à l'Est et le long de la frontière. Et puis l'Europe, l'Afrique sont plus proches quand on est sur la côte Est. Donc ça me manquait un petit peu d'être si éloigné, même au niveau horaire, hein. C'est 9 heures de décalage avec Paris, c'est 6 heures si on est à Toronto, bon ça change. Et même quand j'avais des interactions avec des gens que je connaissais à Toronto, en Ontario, au Québec, j'avais encore ces 3 heures qui venaient toujours nous rappeler que bon, les gens ils sont déjà couchés peut-être à cette heure-là quand on veut les appeler. Puis autre chose, c'est qu'au niveau de la carrière, quelle que soit ma carrière genre professionnelle ou même artistique, c'est pas que je faisais le tour, mais je voyais que j'avais besoin de me nourrir d'autres choses. Et moi, vraiment, je suis à l'aise dans une ville cosmopolite. Je suis à l'aise dans une ville où vraiment la diversité, mais là on parle de culture, de langue, etc., et se retrouve dans l'art, se retrouve dans ce qui est produit. Et je trouve qu'à Vancouver, bien que ce soit un endroit à la côte ouest où il y a quand même des artistes, beaucoup d'ailleurs, leurs sources d'inspiration restent quand même assez centralisées sur certains éléments. Bon, je fais une analyse rapide, donc certains pourraient avoir d'autres points de vue. Par contre, pour les Premières Nations, les peuples autochtones, c'est sûr que la côte ouest, c'est formidable. Parce qu'en termes de richesse, il y a beaucoup plus de population, de peuples, nations, en fait, en Colombie-Britannique qu'ailleurs au pays. Mais ça, je trouve que quand on m'a choisi professionnellement, quand j'ai été prise pour venir travailler à Toronto, moi, j'étais plutôt excitée. Je sais que mes enfants, c'était un autre regard, là, par exemple. Mais moi, j'étais vraiment excitée à l'idée de me nourrir de ce que Toronto peut donner. Alors, tu parles de tes enfants, mais moi, je vais parler de la Saïda enfant. C'était quoi ton rêve, Saïda, justement, quand tu étais enfant? Le fait peut-être justement d'être la dernière d'une longue fratrie, ça change un peu les rêves et les perspectives d'avenir aussi que tu pouvais avoir comparé à tes petites copines de l'époque. Donc voilà, je me demandais, quel était ton rêve quand tu étais enfant? D'abord, la première chose, il faut se dire, c'est que comme quand j'ai grandi, quand j'étais enfant, je suis toujours, mais bref, d'origine algérienne, donc d'origine immigrante d'une ancienne colonie française, dans une famille avec des moyens, des revenus limités. Je me suis pas vue dans ce que j'aimais le plus. Je regardais beaucoup la télé, j'ai regardé beaucoup les choses artistiques, j'aimais beaucoup la danse, etc. Mais je m'y voyais pas. Donc ça n'a pas été une option pour moi d'essayer je voyais ça comme étant une montagne infranchissable pratiquement, d'accéder à ces lieux de création. Donc j'étais assez
toujours été assez bavarde, assez vivante, etc., dans le sens où les échanges étaient importants. Donc, je pense que je pensais pas forcément, j'étais pas totalement sûre de ce que moi je voulais faire. J'écoutais plutôt ce qu'on me disait qu'il fallait que je fasse, plutôt comme orientation dans ma famille. Mais avec le temps, arrivé à l'adolescence, je me suis beaucoup questionnée. Puis après, j'avais vraiment envie d'aller faire un tour dans l'audiovisuel. Et ça m'a pris beaucoup d'années avant de faire ce premier pas dedans. Vraiment. Et à quel moment, du coup, tu as su que tu voulais être artiste? Parce que tu as plusieurs casquettes, voilà. Tu as celle de la journaliste. Oui, j'ai été journaliste, voilà. réalisatrice aux nouvelles, enfin à l'information, effectivement. Donc cette casquette un peu plus carrée, on va dire, moins dans l'artistique, parce que quand on est journaliste, on est plus factuel, en fait. Il n'y a pas ce côté un peu plus artistique. Mais à quel moment tu t'es dit, moi je me sens peut-être l'âme d'autre chose que juste faire des interviews de genre sur des trucs très factuels. Peut-être que j'ai envie d'apporter mon regard sur d'autres choses et de devenir artiste. À quel moment tu as su ou tu as eu le déclic pour te lancer là-dedans? Honnêtement, au Canada. J'avais ça en moi. J'ai toujours été attirée, j'ai toujours été me nourrir d'œuvres d'art, d'expos, de pièces de théâtre. La scène me faisait peur. Donc je suis quelqu'un qui a beau pouvoir parler au nom des autres, ou parler pour les autres ou avec les autres. Je ne suis pas du tout... je pense que je fige, là. Je me suis pas vu ce courage-là. Bien que je les admire énormément, les artistes qui sont sur scène. Je voulais les artistes... En fait, ça fait quand même longtemps, même avant le Canada, j'avais envie de les suivre, de transmettre ce qui est de l'ordre de l'artistique. Mais je ne savais pas quel médium était le mien. Je ne savais pas prendre une caméra. Voilà. Ça m'a pris d'être au Canada, de travailler dans une compagnie de théâtre francophone, de rencontrer une jeune femme qui m'a vraiment ouvert les yeux sur l'accessibilité en fait que j'avais. Enfin, elle a décloisonné un petit peu dans ma tête ce que je pensais être de l'ordre du privilégié ou inatteignable pour moi. En même temps, je suis une femme. Je sais qu'il y a des parcours très masculins dans le cinéma, dans le documentaire, etc. Donc, c'est ça. Ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir une jeune Québécoise pour venir m'ouvrir ces portes-là. Et est-ce que tu te souviens d'un obstacle ou d'un bâton dans les roues, t'appelles ça comme tu veux, que tu as eu au cours de ton chemin d'artiste, où tu t'es dit « Ah, ça va peut-être être plus compliqué que prévu » ou alors que ça t'a mis des doutes que tu n'avais peut-être pas encore à l'époque? Bon, ok. Je pense que j'ai eu des doutes à partir du moment où je me retrouvais avec une idée, mais seule devant cette idée-là. Donc moi, j'ai toujours été chercher auprès de personnes qui sont plus établies ou des gens qui sont un peu dedans. En tout cas, même d'en parler avec des gens autour de moi. On dit toujours qu'il faut être bien entouré, il faut choisir ses amis, parce que même s'ils ne sont pas dans notre milieu, dans ce qu'on aspire à être, ils sont les premières personnes à pouvoir nous aider, en fait, en nous motivant, en nous rassurant surtout. Parce qu'un artiste, c'est avant tout, pour moi en tout cas, c'est une personne qui a aussi beaucoup de questionnements, de doutes. On a toujours le doute quand on crée. Hein. On crée pour soi, mais en même temps, une fois qu'il faut l'exposer, son œuvre, une fois qu'il faut la donner au public, on a du mal à croire qu'on a pu faire quelque chose qui soit partageable. Enfin, je ne crois pas qu'on peut être sûr de soi quand on crée. Et puis des fois, le fait de l'être trop, c'est pas forcément un bon signe non plus. Oui, j'allais dire, évidemment, parce qu'on ne peut pas juger de ce que le public peut penser de n'importe quelle œuvre. Même des films qui ont bien marché, les réalisateurs font quelque chose, comprennent pas après pourquoi ça ne marche pas. Bon, bref. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que, et ce n'est pas un obstacle, c'est une réalité. Une réalité, c'est celle d'avoir des enfants. Parce qu'à partir du moment où j'ai décidé que je savais que je voulais être mère et que je savais que je voulais avoir plus qu'un enfant en plus, bon bref, la vie à Vancouver est chère, elle est aussi chère à Toronto, donc là-dessus on est clair. J'avais pas ma famille, mon conjoint de l'époque n'avait pas sa famille non plus. On a payé beaucoup, j'ai dû accepter en fait de mettre de côté mon désir de faire, de créer, pour prendre une job à temps plein. Et je dis pas que ce que j'ai fait comme job à temps plein a été horrible, mais c'est pas être artiste, c'est pas créer, c'est pas. Donc je négocie constamment le temps.
J'ai actuellement énormément de projets et encore, c'est un obstacle parce que quand vous avez une job à temps plein, ben, il faut accepter que peut-être le temps que vous avez besoin de prendre, il va falloir le prendre le soir ou le week-end. Et ces tensions-là, je me suis... je peux dire que ça me... Je pense que les bailleurs de fonds, les financeurs, quand ils donnent des fonds, ne se rendent pas compte de cet aspect-là aussi, de l'ampleur que ça peut prendre. Parce que souvent, les sacrifices sont faits par les femmes et pas par les hommes. La majorité du temps, un homme artiste a une conjointe ou un conjoint avec lui. Il va faire son art. Il va trouver du temps. Et c'est le conjoint ou la conjointe qui va prendre en charge le reste. Donc, moi, j'ai pas eu cette chance. Je veux dire, à un moment, il fallait prendre des choix aussi économiques. Et j'ai pas senti suffisamment de soutien. On parle beaucoup de la charge mentale. En plus, je continue avec cette charge mentale qui occupe mon esprit créatif aussi. Ça devient presque un sujet là que j'ai envie de sortir. Mais du coup, tu veux dire qu'au final, cet obstacle, ce bâton dans les roues, au final, c'est quelque chose de quotidien, au final, puisque tu te bats avec le temps. Oui, ben, on doit se dire une chose, c'est que moi, comment dire ça ? Il y a une chose qui m'interpelle beaucoup. Le fait que, par exemple, ok, mes enfants grandissent, donc au bout d'un moment, mes enfants vont être un peu plus autonomes, ça va pas tarder. Là, je suis dans les quelques années difficiles encore, je pense. Après, c'est une autre étape. Après, au niveau professionnel, ça a des choix à faire. Mais il y a un moment donné, ce que je trouve difficile, c'est qu'on rentre dans la catégorie agisme. Alors, comme artiste, moi, je me vois encore grandir, je me vois encore créer. Je suis persuadée que j'ai un public, parce que le public, c'est en fonction du sujet qu'on traite et comment on le traite. Mais quand on se retrouve à faire des demandes de subventions, quand on commence à vouloir exposer, est-ce qu'on a encore de l'intérêt pour nous ? Parce qu'on voit beaucoup la langue se faire avec les très, très établis, et les nouvelles générations, ceux qui commencent, la relève, etc. Ce qui est normal, il faut de la place pour tout. Mais se construire des réseaux dans le temps, s'assurer de présenter des œuvres régulièrement, ça prend du temps, ça prend une capacité. Moi, je n'ai pas pu créer chaque année. Je n'ai même pas pu créer 2 ans. Mon dernier documentaire m'a pris 5 ans, en travaillant, en élevant des enfants, etc. Donc, mon prochain, j'espère pas mettre 5 ans. Mais après, il y a cette réalité-là qui fait qu'on est toujours en train de se demander, l'âme d'artiste, on l'a, la passion d'être... Ça devient presque quelque chose qu'on met sur le côté. Et j'ai déjà lu l'histoire d'artistes, ça peut être des peintres, hein, justement, il y avait une femme qui est peintre, qui ont vraiment explosé à l'âge de 60, 70 ans, 80 ans, quoi. En fait, quand ils sont... C'est ça qui est incroyable. Mais est-ce que moi, dans le médium que j'utilise, qui est de filmer les gens, qui est de faire des contenus médiatiques, l'art médiatique, est-ce que là-dedans, je vais avoir encore de la place ? Quand on pense technologie, quand on pense qu'on met de l'avant beaucoup maintenant, le fait qu'on réduise les équipes et qu'on puisse tout faire soi-même, on élimine un petit peu, on dilue, je dirais, un petit peu la place et le rôle du réalisateur, du cinéaste. Oui, parce qu'à toi toute seule, tu es censée pouvoir être scénariste, réalisatrice, monteur. Moi, je dis monteuse, mais bon, j'aime bien mettre le féminin partout. Mais c'est ça, la caméra. J'ai des discussions avec des plus jeunes, des fois aussi. Et puis j'avoue que je suis pas mal dans mon réseau, dans un réseau de femmes. Parce que je trouve ça super important. Il y a un décalage qui s'est fait. Et d'ailleurs, en parlant d'art, j'ai choisi le documentaire. Le documentaire, c'est là où il y a le plus de femmes. Pourquoi ? Ça paye le moins aussi. Et est-ce que tu penses que justement le fait d'avoir choisi, est-ce que tu as choisi justement le documentaire ou c'est plus le documentaire qui est venu à toi parce que tu avais des choses différentes à dire ? Peut-être que le documentaire est venu à moi, mais non, j'avais des choses à dire. Le tout premier projet que j'ai fait, j'avais vraiment quelque chose à dire qui faisait que ça s'imposait. Là, c'est pour ça que j'avais pas d'argent pour commencer. J'avais commencé avec 0. Là, et j'étais là, il faut qu'on fasse quelque chose. Je me suis même engagée à le faire publiquement auprès d'un organisme de femmes, dire il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et après j'ai trouvé un petit peu, je me suis démenée, j'ai trouvé un petit peu de sous, j'ai trouvé des gens qui étaient formidables pour travailler avec moi, qui étaient bénévoles, etc. Mais qui ont été payés des peanuts, là, pas beaucoup. Je ne l'ai pas fait pour l'argent, évidemment, ça n'a jamais été le truc. J'ai trouvé un diffuseur qui était accepté de le prendre, même si c'était juste pour le diffuser, c'était déjà formidable. On prend ce qu'on peut prendre quand on commence en plus, là. Mais c'est sûr que mon rapport à ce que j'ai envie de créer maintenant, il y a des tas de choses que j'ai envie de créer. J'ai envie de raconter des idées, de la fiction. J'ai envie de créer une fiction, j'ai envie de créer une série de fiction. Mais c'est pas irréaliste
Je parlais de ça avec une professionnelle hier et je disais, moi, j'ai pas perdu le rêve, enfin pas le rêve, l'objectif, parce que j'ai pas perdu l'objectif que j'aimerais bien faire une fiction, même un long métrage. Par contre, je me doute que je risque d'en faire qu'un seul si j'en fais un. Et que je risque d'y mettre le maximum de mes chances de pouvoir le voir aboutir. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, en plus, on est dans un contexte où tout change au niveau de l'offre. La manière dont on diffuse les œuvres. Le maître absolu, c'est le diffuseur. Et la télévision, elle est de moins en moins regardée. C'est vrai qu'avant, on avait tendance à mettre la télévision comme on va dire, écran principal de plein de choses, de diffusion de plein de choses. Et c'est vrai que maintenant, chaque écran a une valeur identique. C'est-à-dire que les plateformes, et puis il y a beaucoup de gens aussi qui maintenant préfèrent regarder sur leur écran de téléphone. Et c'est vrai que c'est bête ce que je veux dire, mais quelque chose que tu regardes au cinéma et quelque chose que tu regardes sur ton téléphone, c'est pas pareil en fait. Et je pense que même dans la manière de filmer, ça doit être quelque peu différent quand tu sais que tu vas être projeté sur grand écran et quand tu sais qu'au final, le média utilisé, enfin le support utilisé, ça va être un écran de téléphone. Ça doit être aussi différent et à prendre en considération quelque part. Je pense qu'en plus, même si on ne prend pas en considération, il y a quelque chose qui est de l'ordre du spectateur et de ce qu'il est prêt à regarder. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, c'est l'explosion des vidéos sur YouTube. Mais la majorité de ces vidéos sont mal tournées. Parce qu'elles sont tournées aussi de façon super amateur. Oui, mais que ce soit YouTube, TikTok, il y a tellement de plateformes et de façons différentes aussi, parce que quelqu'un qui fait du contenu sur YouTube, ça va être totalement différent que quelqu'un qui fait du contenu sur TikTok de façon très très rapide, accélérée, limite, tu vois, c'est pas quelque chose d'écrit en fait, c'est pas comme scripté. C'est on tourne et on prend ce qu'il y a à apprendre. Oui, mais même TikTok, moi ça me faisait sourire, je cours le long de l'eau et il y avait deux personnes qui faisaient des pas de danse là, qui faisaient son truc, et ils faisaient leur petite vidéo TikTok filmée par quelqu'un avec caméra et compagnie, on refait la prise, ils étaient habillés, moi je regardais ça, je me disais bon là ils font pas du TikTok dans leur salon là, on en voit beaucoup des vidéos de danse sur le salon, mais là c'est vraiment au milieu d'une foule puisqu'il y a un passage et moi ça m'a fait sourire, je me suis dit quand même ils s'y mettent les moyens, alors je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas c'est quoi leur objectif, chacun a un objectif quand on fait la vidéo. Moi, je veux susciter une conversation. Moi, avec mes documentaires, j'apporte des enjeux et je pense que c'est des enjeux dont il faut parler. Et je sais que je compétitionne avec plein de choses. Mais en même temps, je reste sur le principe que si l'offre est accessible sur Internet, au bout d'un moment, elle est présente. Si demain, il y a des gens qui se posent des questions, ils peuvent trouver mon œuvre ou d'autres œuvres. Mais qu'il faut en produire pour être présent dans la discussion. Le problème, c'est quand vous avez de moins en moins de capacité de produire du contenu qui suscite des discussions de fond, des enjeux, qui montrent des voix qui sont pas, qui montrent des gens qui n'ont pas assez, dont on ne parle pas assez. Donc c'est ça qui m'interpelle en fait. C'est ça qui me donne envie de faire du documentaire. Pour d'autres, le documentaire, ça va être les animaux, ça va être la nature, ça va être... Bon, il y a toujours un enjeu quand on les regarde. La personne qui regarde ensuite, c'est comment on la rencontre. C'est comment on l'amène à... Moi, mon film, depuis qu'il est sorti, je suis juste très contente à chaque fois qu'il est relancé quelque part, qu'il y a un nouveau public qui le découvre, qui sert d'un support pour des discussions. Ça me ravit. J'ai pas produit le film. Si j'avais à produire le film, financièrement, la question se pose toujours, comment je me rembourse? Comment je le finance? Donc c'est un peu ça le souci. Je connais des gens qui ont vraiment qui ont travaillé, des femmes d'ailleurs, beaucoup pour sortir des documentaires, pratiquement de leur poche, hein, et qui aussi ont décidé de raccrocher, hein, les gars, en disant moi je peux pas continuer là-dedans, il n'y a pas d'argent à se faire, je produis, je réalise, je monte... où je n'arriverai pas à faire tout ça, mais on est dans une époque un peu... il y a une urgence à avoir ces contenus-là, j'en suis persuadée, mais il faut qu'il y ait des partenaires derrière, qui servent aussi de courroie de transmission et qui comprennent pourquoi c'est nécessaire. Et justement, toi, quel a été le déclic pour toi de réaliser ce projet, ce documentaire à pleine voix? À quel moment tu t'es dit, ok, en fait,
toutes ces femmes, parce que tu vas pouvoir nous parler aussi du contenu un petit peu de ce documentaire, mais toutes ces femmes, elles ont justement cette voix qui est peut-être pas assez mise en valeur, mise en avant. Mais quel a été le vrai déclic? Parce que moi, j'en ai déjà parlé un petit peu avec toi, donc je sais, mais est-ce que tu peux justement expliquer aux auditeurs de Choc FM 105.1, c'était quoi le début de ce projet? Comment c'est né? Je reviens toujours à l'origine de ce projet. Le projet, il est à la base la voix de femmes musulmanes, de confession musulmane, de spiritualité musulmane au Canada. Et ça fait des années que je suis quand même sensible à comment on couvre dans l'actualité, dans les médias, comment on représente en fait les femmes musulmanes, avec cette idée qu'on voit toujours une sorte de femme figée, femme unique, femme voilée, femme soumise. Et pour moi, ça ne correspond absolument pas à ce que je connais. Le 11 septembre 2001, évidemment, il y en a qui n'étaient pas nés, il y en a d'autres qui se souviennent peut-être à peine, sauf que moi, je m'en souviens très bien. J'étais à Vancouver, je n'étais même pas en France, et je repartais en France pas longtemps après. Et le 11 septembre, j'ai compris assez rapidement, en fait, surtout quand je suis rentrée en France, mais sur le coup, j'ai quand même compris un petit peu que ça allait être très difficile. Parce qu'en fait, ça l'était déjà. Je veux qu'on comprenne là. Mais là, tu sentais que le vent, il prenait une autre direction. Même si on n'était pas pratiquant musulman, même si on n'avait rien, à part son nom et une origine familiale d'un pays, etc., on était déjà étiqueté, pas vraiment. Et là, je parle de l'Europe, mais bon, en Occident, on va dire largement en Occident. Et là, le 11 septembre, ce que j'ai trouvé assez horrible, c'est que ce qui était déjà compliqué est devenu alors carrément les amalgames. Ce que j'aurais espéré, moi, avec les années et le temps et en étant au Canada, c'est que les choses soient meilleures. C'est-à-dire qu'on ait un regard plus indulgent, plus généreux, tout simplement. Positif aussi. Plus généreux aussi envers des populations canadiennes avec l'islam. Et puis vous avez sûrement, tout le monde a bien entendu qu'au bout d'un moment, il y a eu tout un débat autour des accommodements raisonnables, la commission Bouchard, etc. Bref, au Québec, puis jusqu'à présent. Et moi, je travaille dans les médias. Donc moi, ce qui m'interpelle, c'est de voir des médias, des journalistes, des gens qui, en fait, font pas leur devoir. Et c'est pas forcément de leur faute. Je veux dire, je vais pas dire, tous les journalistes sont vraiment anglais, enfin, ils ont un angle et ils sont ils ont un regard très subjectif sur ça. C'est juste que on est dans la rapidité de la couverture. Et quand on ne fait pas attention, on ne fait que répéter constamment la même chose. C'est-à-dire on relaie les mêmes images. Et puis on prend les mêmes raccourcis faciles aussi. Exactement. Et donc ça veut dire que, en fait, et puis en plus il y avait cette idée que le foulard, une femme sans foulard, enfin une femme sans foulard c'est forcément une modérée. Écoutez, des femmes sans foulard qui pratiquent intensément, ou des femmes avec de foulard qui ne sont pas forcément les plus... en plus c'est même pas un débat à ouvrir, je veux dire, il y a quelque chose de l'ordre de... Est-ce qu'on peut accepter que dans ce pays-là, moi je ne parle pas de tous les pays, je parle du pays où je vis, je suis canadienne, que dans ce pays-là, on a besoin d'apprendre à se connaître un peu mieux et à ouvrir nos regards sur l'autre, quel que soit son cheminement, et surtout se battre contre les préjugés inconscients, et peut-être conscients aussi. Des fois, on accepte facilement que le mot islam est chargé négativement. Je sais pas, moi je pense chrétienté. On pourrait en citer des choses négatives, mais j'associe pas la chrétienté ou le judaïsme à des choses négatives. Je vois pas ça comme ça. Donc j'ai voulu faire un film au moins qui donne un regard différent, mais aussi qui nous permette, personnellement, quand vous regardez le film, de vous retrouver, même si vous n'êtes même pas religieuse, même si vous n'avez rien à voir avec... Juste sur l'idée que on a besoin d'être indulgents sur nos manières de se regarder pour vivre mieux ensemble. Et comment tu l'as écrit, ce scénario? Comment t'es venue l'idée d'écrire tout ça et d'après le mettre en image? La scénarisation, elle se fonde avant tout à travers la recherche. Donc, pendant ma phase de recherche, j'ai fait beaucoup de recherches pour voir ce qui avait été fait, ce qui a été écrit sur la question des femmes, dans l'islam, etc., en Occident. Et ensuite, j'ai fait beaucoup d'entrevues. J'ai parlé à beaucoup de femmes à travers le pays, à l'extérieur du pays, même aux États-Unis. Et après, il a été le moment du choix, c'est-à-dire, ok, on en a parlé avec mon producteur, etc., mais je savais qu'il y avait un film. Ça fait longtemps que il y avait un film à faire. Mon embarras, c'était que j'avais trop de femmes. Il y avait tellement de parcours, de situations différentes. C'est cette diversité-là, en fait. On ne peut pas mettre les gens dans des cases. Il n'y a pas une femme musulmane, il n'y a pas une femme québécoise, bref. Et je suis passée à l'écriture.
d'un scénario à partir de ce que les femmes que j'ai choisi. Donc, je suis partie d'une dizaine de femmes, c'était un peu dur, puis j'ai dû rétrécir ça à 6. Et justement, comment s'est fait ce casting, entre guillemets? Parce que c'est toujours très, très, très difficile, surtout quand on fait du documentaire, parce qu'au final, quand on fait de la fiction, on ouvre un casting, on a plus ou moins l'image du personnage, parce que c'est un personnage dans une histoire. Là, on parle d'un documentaire, donc au final, c'est des personnages qui racontent leur vraie vie. C'est des vraies personnes au final. Et je trouve que c'est toujours un petit peu différent la façon dont on aborde le casting, entre guillemets, parce que j'appelle un casting plus quand on choisit des personnages que des personnes. Mais voilà, quoi qu'il en soit, comment tu as réussi au final? Tu disais, voilà, c'est toutes des parcours incroyables, puis elles ont toutes aussi une vision différente forcément. Comment à la fin de toutes ces femmes à qui tu as parlé, tu passes à 10, et puis au final, tu passes que à 6? Il y a 2 aspects. Le premier, c'est que quand tu fais ta recherche et quand tu écris ton scénario de documentaire, tu l'écris, d'abord ta recherche, tu l'écris autour de thématiques que tu vas aborder. Moi, je m'attaquais à des préjugés. Donc ma première liste, ça a été quels étaient les préjugés qui existaient. Donc petit à petit, de ça, et avec les entrevues, les femmes, et les propos qui me revenaient régulièrement, je voyais un peu ce qui se croisait, ce qui se rapprochait, ce qui se répondait en fait aussi. Chez les femmes à qui je parlais, j'avais donc commencé à sortir là les personnes principales. Par contre, il faut savoir que mon objectif, c'était aussi d'avoir une certaine diversité de parcours, de rapport à la religion, dans cette religion-là. La question du corps, la question du corps, la question des tabous sexuels, tout est tabou dans les grandes religions, on connaît. Et aussi l'idée aussi d'avoir des personnes qui ont eu qui ont eu des choses à dire à un moment donné ou qui l'ont dit sur la place publique. Donc j'avais un petit peu ce rapport-là. Vous avez des femmes qui étaient plus publiques dans leur parcours, qui étaient sur la scène ou qui ont écrit un livre ou qui ont agi dans un contexte d'envie aussi de contribuer, et des femmes un peu moins dans ce contexte-là, mais justement un peu plus dans le personnel, dans le privé. Puis ultimement, Nathalie, il faut se rappeler que c'est un documentaire où il faut qu'on s'attache aux personnages, il faut qu'on puisse entendre des gens qui ont vraiment envie de partager. Donc le plus dur dans le documentaire, ce que j'arrive jusqu'à présent à bien faire, je pense, c'est d'avoir cette confiance avec les femmes ou les personnages que vous avez qui vont se raconter à vous et en fait le partager à tous, qui vont vous ouvrir une certaine partie de leur intimité. Justement, quand toi tu viens avec ces femmes et que tu poses ta caméra, comment tu la poses ta caméra? Parce que c'est pas action, allez maintenant on y va, donne-moi tout ce que t'as. Là c'est différent vu que c'est du témoignage plutôt, la personne te raconte sa vie. Comment tu l'as placée ta caméra? Est-ce que c'était allez action comme sur un vrai tournage de fiction, ou alors t'essayais de la faire oublier un petit peu pour qu'elle se fonde un peu dans le décor? Non, la caméra doit disparaître. La caméra, elle doit plus être un obstacle. D'ailleurs, la caméra, elle devient invisible pour la personne, mais surtout l'équipe autour. Moi, j'ai fait un choix qui était que ce sujet-là, dans ce contexte-là, c'était un sujet de femme par rapport à la manière dont je l'abordais, et je voulais une équipe féminine autour. Donc, j'ai rendu l'équipe entière. J'ai fait un choix pour que ce soit des femmes. Je pense que c'est un film qui a 95% de production féminine. Et donc ma DOP, ma directrice de photographie, est une femme qui est exceptionnelle, Catherine Giguère, très talentueuse, les preneuses de son. On avait comme ça, l'assistante de la réalisation, on avait comme ça des femmes quand même autour de mes personnages qui les ont mis aussi à l'aise. Moi, mon rôle de réalisatrice, c'est toujours de garder cette connexion avec mon personnage. Donc, ce qu'elles m'ont dit, je leur ai pas fait dire ce qu'elles m'ont jamais dit. Elles peuvent m'en donner plus, mais après, c'est sûr qu'au moment où la caméra est allumée, quand on oublie la caméra, on est dans l'entrevue, comme vous, toi et moi, là, on est dans l'entrevue, on n'est plus en studio, on est en discussion. Et c'est ça qui c'est un moment qui est hors du temps, limite, en fait. C'est ça, parce que... Puis il y a quelque chose à dire, c'est parce que ces personnages, ils ont quelque chose à dire. On peut trouver un sujet et dire, bon, je voudrais traiter ce sujet-là, mais il faut des personnages qui les incarnent, qui ont envie de partager aussi. Et donc, oui, je me doute bien que la caméra, c'est impressionnant, là. Je veux dire, moi, je préfère être derrière que devant, là, je vais être très honnête.
D'ailleurs, même avec le micro, des fois. Mais j'avoue que c'est plus... il y avait une urgence dans cette thématique. Il y avait une urgence dans mon film. Et c'est ça qui a fait que ces femmes-là ont voulu embarquer. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui voulaient faire partie... Enfin, qui acceptaient ma proposition, basée sur le fait qu'elles savaient que j'allais... moi aussi me mettre dedans. C'est-à-dire que c'est pas juste être physiquement dans le film à un moment donné, j'allais aussi y coller ma vision et mon nom et que j'allais dans le bain avec. Mais justement, j'apprécie le fait que dans ce film qui met en avant les femmes, tu t'es entourée de femmes, parce que c'est vrai que le monde du cinéma a tendance à être un peu trop masculin à mon goût, mais bon, ça c'est un avis personnel. Mais justement, je me demandais, est-ce que tu penses qu'être une femme, artiste, cinéaste, réalisatrice, peu importe le nom que tu donnes à ce que tu fais, est-ce que tu penses que c'est un défi en tant que femme aujourd'hui, en 2022 ? Il y a peu de défis que les femmes ne prennent pas. Hein. Je veux dire, on est arrivé à une époque où ça bouge peut-être pas aussi vite qu'on l'aimerait. Moi, je suis très admirative de toutes les jeunes femmes qui arrivent derrière. Je les regarde aller dans le milieu du cinéma ou artistique. Je veux dire, il y a la dernière... le dernier Oscar a été remis, enfin pas le dernier, peut-être l'avant-dernier, une femme. Ça ne bouge pas vite, hein, Hollywood, mais au-delà de ça, il y a d'autres sphères d'activité pour les artistes. Et les femmes sont capables, par exemple, par le métier technique, puisque la production, que ce soit la caméra, que ce soit le montage, que ce soit... Moi, j'avais une monteuse, la caméra, c'était une femme, voilà, preneuse de son, j'avais des femmes. Il y a un moment donné, on se rend compte qu'il y a une génération qui est en train de prendre aussi ces postes-là, ces jobs-là, et qui ont du talent, qui ont de l'expérience. C'est pas que je pouvais pas le faire, mais j'ai pas pris des débutantes. J'avais l'embarras du choix. En fait, je suis arrivée à un moment donné, même je me suis dit, mais on est dans la bonne époque là, ça bouge. Donc peut-être que j'aurais aimé avoir 20 ans de moins, juste pour me donner encore un peu plus de capacité d'avancer avec cet élan de... on va pas vous demander la permission. Et je crois que c'est un peu ça. Ouais, en mode on l'a déjà fait en fait. Femme, ouais. Quand on est né femme, on est déjà dans la catégorie il va falloir travailler plus. Et c'est pas... ça va pas changer ça. Ça va pas changer parce que c'est un monde encore créé avec le même modèle patriarcal. Les hommes ont créé depuis très longtemps un système qui fonctionne bien pour eux. Pourquoi vous voulez qu'il change ? Alors, qu'est-ce qu'ils ont à perdre ? Ils ont tout à perdre, la majorité des hommes ont beaucoup de perdre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui changent, mais pour aller prendre ce qui nous est dû, c'est-à-dire que les femmes puissent aller faire des films, du cinéma, etc., il faut y aller. Il ne faut pas demander d'autorisation. Hein. Et justement, en parlant d'œuvres et du fait que les femmes prennent un peu le pouvoir dans ce milieu, enfin, toi, ton documentaire à pleine voix, il a déjà été vu par plein de gens. Et je me demandais à chaque fois quel était ton ressenti quand tu sais que ton documentaire, ton film, ton bébé quelque part, va être vu par plein de gens et qui va être soumis à la critique. Alors la critique, c'est pas que négatif, la critique, ça peut être aussi hyper positif, mais il y a toujours ce petit ressenti et je me demandais quel était le tien. Au début, j'avais quelques appréhensions en termes de ce que les gens vont saisir. Est-ce qu'ils vont le trouver un petit peu trop niché, dans le sens où ils vont pas voir que sa portée universelle. Certains, ça dépend du public, parce que je m'interrogeais par rapport au fait que je voulais avoir un film qui touche pas simplement des personnes d'origine musulmane, pas simplement des femmes, au-delà de ça, mais je l'ai quand même fait pour en pensant à certaines personnes quand même. Mais ces appréhensions, elles sont tombées quand j'ai vu, très rapidement, quand j'ai vu la réception des gens qui le regardaient et qui me revenaient avec des commentaires. Et puis surtout, l'ONF s'est occupé donc du lancement du film, etc. Ça a été lancé, il a été diffusé à Radio-Canada, mais il a été lancé officiellement à la Journée internationale des droits des femmes. Et il a trouvé un super bel écho en termes de couverture. Et puis moi, en plus, je me suis sentie vraiment choyée d'avoir cette date-là pour la sortie du film officiellement. En salle, moi, ça m'a fait... La première fois que je l'ai vu en salle, je l'ai vu qu'une fois en salle, en fait, parce que j'ai pas eu beaucoup de chance de le voir en salle. Je l'ai vu en salle à Vancouver, il avait été présenté devant un public. Ça m'a vraiment fait quelque chose, par contre, de le voir sur grand écran. J'ai quand même une redécouverte du film complète. Ça t'a ému ? Oui, ça m'a ému. Puis les mots des gens m'ont toujours ému. On parle des fois de comment prendre un compliment. Je sais pas comment prendre un compliment, mais mon plus beau compliment, c'est juste que le film, il touche les gens. Est-ce que c'est que le film touche, ou est-ce que le film, il a
apporté quelque part ou fait mûrir une certaine réflexion? Pour certains, ça marche comme ça. C'est vrai que le film, dans certains milieux, récemment, il a été projeté, il n'a pas été projeté. On en a parlé dans le cadre de l'Assemblée générale de l'AFO. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'en fait, le lien a été distribué auprès des membres et il y a eu une centaine de visionnements tout de suite dans les 24 heures, en fait. C'est beaucoup. Moi, ça m'éblouit dans le sens où je me dis, waouh, les gens ont écouté une conversation, vu quelques extraits. Ceux qui ne l'avaient pas vu ont été le voir, et en plus, le bouche à oreille a fait qu'il y en a d'autres qui l'ont vu. Donc ça, il fait son bonhomme de chemin, le film. Moi, là-dedans, je suis encore là, si les gens ont besoin. Mais c'est pas grave, je suis déjà en train de penser à mes prochains projets. Et il faut que je me nourrisse, parce que, voilà... mon objectif en faisant du documentaire, c'est vraiment d'amener des discussions de fond, d'enrichir la réflexion sur des enjeux de société qui sont urgents. Et si tu devais donner, Saïda, un conseil à une jeune personne, que ce soit une femme ou un homme, peut-être plus une femme, tiens, on va la poser différemment cette question. Si tu devais donner des conseils à une jeune femme qui a envie d'être artiste dans le milieu du cinéma, je dis artiste parce qu'elle pourrait être très bien réalisatrice, comme scénariste, comme peu importe, mais qu'elle a envie de travailler dans ce monde un peu fermé, un peu compliqué d'accès, quels seraient, toi, tes conseils, Saïda, à lui donner à cette personne? Mon premier conseil, c'est que si on a une idée en tête et qu'on veut le faire et qu'on a envie de le faire et qu'on y croit, eh ben, il faut absolument y aller. Au pire, on se trompe. Mais ça n'a pas de conséquences. La seule conséquence, c'est de vivre avec des remords. Et le jour où j'ai commencé à faire des films, j'en ai pas fait des tonnes, hein, mais j'ai aucun remords aujourd'hui, parce que je sais que j'ai pas sacrifié ce rêve-là, cette envie-là, cette urgence-là d'être artiste, de dire des choses avec mes films, en me disant, j'ai pas vu défiler ma vie en ayant passé ça de côté. Et je pense que pour une jeune femme qui veut se lancer, mais il y a tellement de possibilités. C'est peut-être plus facile au début, parce qu'on est dans les débuts, il y a des fois il y a des financements, il y a des cases spéciales, on est dans la relève. Mais justement, il faut le faire. Il faut prendre toutes les occasions de s'essayer. Puis, si c'est pas son médium, si c'est pas là qu'on est vraiment heureux, ou si on veut plus, puis qu'on se rend compte que on n'a pas envie de rentrer dans cette urgence de toujours chercher des financements ou autre, moi, je pense qu'il y a d'autres manières de s'exprimer. Et j'ai rencontré des jeunes femmes qui font des œuvres d'art incroyables. Et ça m'alimente aussi. Donc, il y a toujours cette idée qu'il faut savoir s'entourer. Puis, il ne faut pas oser poser la question. On m'a posé, il y a pas longtemps, j'ai participé à un podcast par rapport à mon film et en tant que femme musulmane artiste ici. Un podcast en anglais, un balado en anglais. Et l'animatrice a donné mon nom à une jeune cinéaste, une jeune réalisatrice, qui m'a contactée parce qu'elle avait une question particulière. Je ne savais pas que j'avais une réponse particulière à lui donner, mais ça m'a fait très plaisir de lui répondre. Et en fait, je me suis rendu compte, on a eu un bon contact, elle veut travailler avec moi sur un projet, mais surtout, c'est que je l'ai encouragée, alors qu'elle a probablement elle s'est filmée, elle s'est montée, enfin bref, mais elle a été beaucoup rassurée, elle me l'a dit après, parce qu'on continue à se parler. Et je me rends compte que voilà, quand vous commencez, il ne faut pas hésiter à aller voir des gens qui ont beaucoup plus d'expérience, ou qui ont plus d'expérience. De toute façon, il y a quand même une certaine solidarité. Je ne verrai jamais ça comme étant un obstacle dans ma carrière d'aider les autres. Donc, quand on est jeune, il ne faut pas hésiter de poser des questions et aller chercher frapper aux portes, faites-le. Eh bien, merci Saïda pour ces belles paroles et merci aussi pour ton temps, de nous avoir accordé autant de temps pour cette interview portrait de toi. C'est toujours intéressant en fait de voir les avis de femmes différentes sur des projets totalement différents et ta vision à toi était vraiment particulièrement spéciale. Donc merci beaucoup pour ton temps et tes mots. Et je rappelle que ton film À pleine voix, ton documentaire est toujours disponible sur le site de l'ONF. Donc si vous voulez aller le visionner, n'hésitez pas, ça va peut-être vous ouvrir l'esprit sur une communauté que vous connaissez peut-être pas, sur des femmes que vous avez peut-être des clichés ou ce genre de choses qu'on a en tête forcément quand on entend islam et femmes en même temps. Des fois, ça fait pas forcément le ménage qu'on aimerait avoir en tête. En tout cas, voilà, j'espère que cette interview, ce portrait de Saïda aura pu vous donner envie d'aller voir son film. Merci encore Saïda Ouchaou-Zarowski et à très bientôt sur les ondes de Choc FM 105.1. C'était Nathalie Salmeron dans Nos francophones ont du talent. Merci. Au revoir.